Ministre du Travail, c'est à vous. Merci bien à Chérif Diop, Monsieur Sambassi qui est avec nous, le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. On va parler de la situation des travailleurs. On a vu de plus en plus que le rapport de force semble primer sur les pratiques de négociation pour avoir ou obtenir des progrès sociaux. Qu'est-ce qui explique cela? Le syndicalisme de lutte donne plus de résultats ou ce n'est pas le cas? Je voudrais vous saluer tous vos collaborateurs, saluer l'ensemble des personnes qui nous font l'amitié de nous regarder ce soir. J'apprécie la manière dont vous avez introduit votre question. Vous dites « il semble », puisque de ce point de vue-là, évidemment, on ne peut rien vous reprocher. Est-ce que le syndicalisme de combat est mis en avant? Si vous entendez par syndicalisme de combat des grèves, disons, répétitives, des actions de cette nature-là pour décrocher des acquis, ou est-ce que le dialogue prévaut dans notre pays? Le sentiment du ministre du Travail que je suis, c'est que nous sommes davantage sur le champ du dialogue social que sur le champ de la confrontation et disons du refus de travail pour décrocher des acquis. C'est le sentiment que j'ai et je pourrais m'en ouvrir les voies. Est-ce que le dialogue social donne justement le résultat qui est attendu? Parce que beaucoup ont l'impression que quand ils sont devant la tutelle et qu'ils exposent leurs difficultés, il est très souvent difficile de pouvoir obtenir gain de cause sur tous les points revendicatifs. Que quelqu'un puisse obtenir gain de cause par rapport à tous les points de revendication qui sont les siens, je l'entends parfaitement. Qu'on ne puisse rien avoir en dialoguant, je ne le pense pas. Et parce que dans tous les cas, même quand on choisit l'option dure, telle que vous, disons, l'indiquez, au fond, l'affaire se termine toujours autour d'une table. Et la réalité du champ social de notre pays est ainsi composée qu'il est possible de dire, en se fondant sur des éléments dirimants, qu'en réalité, le dialogue nous a permis d'avancer, de minorer les crises et les tensions. Ça ne veut pas dire que ça et là, il n'y a pas de grève, mais fondamentalement, nous avons un champ social relativement apaisé, tributaire de la compréhension que les différents partenaires ont de la nature particulièrement délicate de l'époque et de l'étape que nous traversons en tant que pays. Et dans la précarité qui est vécue au sein des entreprises, il y a très souvent beaucoup qui se plaignent de retard de salaire, de licenciements, quelque part liés à des problèmes économiques. Là, à ce niveau, le travailleur, quelles sont les options qui se présentent à lui quand il est confronté à ce type de situation? Nos travailleurs sont protégés et nous avons la chance de vivre dans un pays normé. Un pays normé, c'est un pays régulé, il y a des lois qui existent et le principe de la loi, c'est l'universalité et l'impersonnalité. Donc chaque travailleur se sentant agressé dans son existence de travailleur connaît parfaitement évidemment la possibilité qu'il a d'aller vers qui de droit, l'inspection du travail, pour évidemment poser ses revendications et voir le sort qui leur serait fait. Tous les jours que Dieu fait, nous sommes en train de trancher des différents collectifs évidemment qui opposent parfois, disons, soit un employeur à son employé, soit des employés évidemment qui viennent se plaindre du traitement qu'ils subissent et nous essayons de rendre justice. Et que faire aujourd'hui quand l'employeur n'accepte pas ou ne se conforme pas à la convention collective? Qu'est-ce qui lui est reproché ou qu'est-ce qu'il encourt? Je pense que l'employeur, tout comme l'employé, c'est quelqu'un qui est régi par des mécanismes qui sont là et que tous connaissent. Un employeur n'est pas évidemment dans une zone hors norme où il pourrait s'arroger la latitude de faire tout et son contraire. Pas plus que l'employé évidemment ne pourrait revendiquer, disons, la possibilité de pouvoir agir à sa convenance. En réalité, le travailleur et celui qui l'emploie sont liés par un pacte. Et ce pacte-là obéit à des règles que tous connaissent. Donc l'un ou l'autre, oui, c'est un pacte social. D'ailleurs, le pacte social, évidemment, il nous fédère tous au-delà même de la relation employeur-employé. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'en réalité, il y a une législation du travail que nous sommes tous obligés d'appliquer. Maintenant, il faut évidemment que les uns et les autres aient le courage de leur position. Je veux dire que quand je me sens brimé, quand dans une entreprise mes droits sont bafoués, évidemment, il faut que je prenne sur moi la responsabilité d'aller là où il faut pour évidemment procéder aux dénonciations. Et je vous assure que ce qui doit être fait est fait dans ce genre de situation. Alors moi, je reste dans la même veine. Aujourd'hui, pour parler de la branche opérationnelle de votre département, l'inspection du travail, aujourd'hui, est-ce que sur le plan des réformes, parce que quand on parle de contrôle, on parle forcément
de cette dimension sanction. Est-ce que l'inspection générale du travail dispose assez d'outils, assez de moyens pour faire plier l'employeur pour respecter ses engagements vis-à-vis de son employé? Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas de choses à faire? Ce qui a été fait, d'abord, il faut le relever et le constater. Il y a qu'en termes, disons, d'inspecteurs et de contrôleurs, nous sommes bien mieux pourvus que nous l'étions il y a quelque temps. Un gros effort a été fait, il n'est pas encore suffisant, mais nous avons plus d'inspecteurs, davantage de contrôleurs. Ensuite, les moyens même d'exercer ce contrôle-là sont accrus. Aujourd'hui, nous avons quand même ça et là, globalement, les moyens de permettre à nos équipes d'aller sur le terrain pour évidemment exercer le travail de vigie qui s'impose à eux. Avec un budget dérisoire de 3 milliards ou bien? Le budget, si vous voulez que le ministre du Travail dise qu'il ne souhaite pas avoir plus que ce qu'il a, vous ne l'entendrez pas le dire. Il aurait souhaité l'avoir. Mais avec 3 milliards, on peut faire beaucoup. Comme quoi exactement? On peut faire beaucoup, comme ce que nous sommes en train de faire. Si vous prenez la peine de reprendre le bilan que nous avons déposé cette année, vous verrez qu'en termes de contrôle, nous avons accru les choses, disons, d'année en année. Mais prenons l'exemple de Dakar, par exemple, parce que la question est la question subsidiaire avec, par exemple, si vous prenez l'inspection générale de Dakar, pour contrôler l'inspection régionale du travail, vous prenez 20 000 établissements qui doivent être contrôlés, même sur le plan de la logistique aujourd'hui, avec 3 véhicules. Est-ce que ce budget dérisoire-là n'a pas un impact négatif sur ça? 20 000 établissements qui doivent être normalement contrôlés, avec 3 véhicules seulement, l'inspection régionale de Dakar, est-ce que ça ne pose pas problème? Et ça reste l'entité la plus fournie par rapport aux autres. Vous êtes en train de me demander, est-ce que nous sommes en état de faire ce que nous devons faire? Je vous réponds que nous y sommes. Si maintenant vous me demandez, est-ce que nous sommes à l'état optimal en termes de ressources et de moyens, je vous dirais, dans la philosophie globale, disons, de l'administration de notre pays, nous sommes en train de nous efforcer à avoir plus et mieux. Mais est-ce que parce qu'on n'a pas tout ce qu'on voudrait en termes de véhicules, en termes de personnel, en termes de logistique de manière globale, on va dire que l'on couvrait, on s'empêche d'agir? Non. Notre philosophie est de faire chaque jour un peu plus, chaque jour un peu mieux, parce que le propre justement du contrôle, c'est que quand vous avez les moyens d'investir un secteur déterminé, une entreprise déterminée, au fond, rien que cette possibilité, cette probabilité a un effet sur les entreprises. Et ensuite, au-delà de la sanction dont vous parliez tout à l'heure, en réalité, ce qui s'impose, c'est la compréhension de l'étape actuelle dans laquelle nous sommes, pour que employeurs et employés sachent que nous sommes en devoir d'agir de sorte que le pays dépasse ce cap-ci. Nous avons des promesses extraordinaires qui sont en train de pointer à l'horizon et on n'a pas besoin d'être un grand devin pour savoir que la nature, la qualité du climat social que nous allons instaurer dans notre pays, il dépend énormément de choses qui transcendent nos propres personnes. Et j'ai le plaisir de vous dire que ce discours-là, en tout cas, je l'entends non seulement de la part des travailleurs, mais je l'entends également de la part des employeurs. Maintenant, est-ce que tout le monde est convaincu de cela? Non, il y a encore à faire. Voilà pourquoi nous sommes avec nos véhicules, dont vous dites qu'ils sont en quantité insuffisante. Vous pensez le contraire? Vous pensez le contraire? Vous pensez que vous êtes assez doté? Vous savez, le propre de l'homme, c'est de viser toujours plus. On vous aurait donné l'univers que vous en auriez demandé davantage, je présume, puisque en réalité, chaque fois qu'on fait un pas en avant, on a envie d'en faire un pas, on a envie de faire un pas supplémentaire. C'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'homme, mais nous avons avancé et progressé et nous savons que nous allons continuer à aller de l'avant. Et le travail qui est fait sur le terrain, le contrôle justement de ces inspecteurs-là, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises juste après pour contraindre, s'il le faut, un employeur à être aujourd'hui dans les mesures de pouvoir respecter ce qui lui est dit ou expliqué par la loi? Le code du travail est bien libellé, bien fait, mais aujourd'hui, il y a des décrets d'application qui arrivent, qui tardent à venir aujourd'hui. Et ce sont des mesures qui amèneront l'employeur à se plier davantage. Mais il paraît que... Je relève le davantage. Je relève que, en fait, il manquerait le lobby des employeurs, des décrets d'application. Je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de respect que cela par rapport, évidemment, à l'administration de manière globale. Nous n'avons pas de raison de penser qu'un compatriote sénégalais serait moins accroché à l'éthique qu'un autre. Et de ce point de vue, je voudrais vous donner ma parole que des pas sont faits. Et ensuite, il y a que les entrepreneurs eux-mêmes ont intérêt à comprendre qu'aujourd'hui, l'exigence du temps dans lequel nous sommes, c'est l'exigence du travail décent. Si vous ne le faites pas, vous compromettez votre propre entreprise.
En réalité, cette chose-là... Mais quels sont les pas qui sont faits concrètement dans ce sens-là? Je vous disais qu'en termes de qualité, disons, des structures, en termes de sécurité santé au travail, en termes de moyens d'accompagnement des travailleurs, en termes même de conventions qui ont été simplement, disons, actées entre différents partenaires, nous avons fait des pas supplémentaires. Je n'ai pas voulu vous titiller outre mesure, messieurs, dames de la presse, parce que j'ai bien envie de vous demander comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous avez le sentiment, tout de même, qu'il n'y a pas ici même, dans votre propre boîte, en fait, des pas qui auraient été faits? Est-ce que vous avez à vous plaindre de la qualité, évidemment, disons, des relations de travail qui existent chez vous? Au point que vous aviez envie de... Heureusement que c'est nous qui posions les questions. Okay. Alors, j'étais en train de dire, par rapport à ce contrôle-là rigoureux, vous l'avez souligné, mais certes, il y en a dans certaines entreprises des cas qui aujourd'hui ne confortent pas la thèse que vous venez d'expliquer tout à l'heure. Parce qu'on entend dans certaines entreprises des conflits qui font qu'aujourd'hui, on peine à croire qu'il y ait des agents qui sont derrière, qui font le contrôle nécessaire. Qu'il y ait des conflits, personne ne peut le nier. Qu'il y ait des travailleurs insatisfaits, personne ne doit pouvoir le récuser. Personne ne vous dit que nous sommes dans une situation de, disons, où tout est parfait, où tout le monde, tout tiré dans le meilleur des mondes. Nous sommes loin de là. Mais l'idée que j'ai essayé d'avancer, c'est simplement que nous sommes en train de faire des pas, en étant plus nombreux à exercer ce contrôle-là, en ayant davantage de moyens qui demeurent encore insuffisants pour faire ces contrôles-là, en étant davantage convaincus, employeurs et employés, que nous avons intérêt à ce que les choses se fassent de manière normale, puisque nous ne sommes pas seul au monde. Nous sommes dans un monde ouvert, un monde de compétition, un monde où de plus en plus d'ailleurs la relation de travail va muter de manière fondamentale. Nous avons intérêt évidemment à nous ajuster. Sinon, c'est ensemble et tous que nous allons être largués. Et ça, nous sommes de plus en plus nombreux à le comprendre. Est-ce que tout le monde le comprend et agit de cette sorte-là? Bon, vous me direz non et je vous dirai oui, vous avez raison de dire qu'on gagnerait à faire des pas supplémentaires. Et pour le SMIC, êtes-vous convaincu qu'il est appliqué dans les entreprises actuellement? Bien entendu qu'il est appliqué dans les entreprises. Vous savez, on a acté le relèvement du SMIC il y a peu, vous le savez parfaitement, tout comme d'ailleurs, puisque on devrait pouvoir en parler, on a relevé les pensions minimales de retraite, mais pour ce qui est évidemment du SMIC, il y a bien longtemps que dans beaucoup, disons, de lieux de travail d'entreprise, qu'en réalité, que les gens étaient payés quand même au-dessus de ce SMIC-là. Le contrôle qui est fait sur le terrain, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'entreprises que vous avez déjà eu à contrôler? Déjà eu à contrôler en ce moment-ci, il lui est très difficile parce que tous les mois que Dieu fait, nous recevons des rapports des inspections régionales, n'est-ce pas? Dans chaque région, vous avez une inspection, etc. Et vous avez celle de Dakar. Et nous agrégeons, mais notre espoir en tout cas est grand qu'à l'issue de cette année-ci que nous sommes en train de vivre et qui en est presque à son dernier trimestre, que nous ferons mieux que l'année dernière. Vous pouvez reprendre depuis, disons, 2012 à maintenant, vous constaterez que d'année en année, le nombre d'entreprises contrôlées, en fait, s'accroît de manière fondamentale. Et ça, nous le publions, ce n'est pas secret, il vous suffit simplement de consulter les données pour voir que... Et le nombre de plaintes ou de requêtes qui se sont déposées sur votre table? Chaque jour que Dieu fait, il y a requêtes. Chaque jour que Dieu fait, il y a plainte. Pourquoi? Parce que heureusement, nous sommes en vie, nous ne sommes pas des organismes pétrifiés et la dynamique de la vie fait qu'effectivement, il y a des conflits et ces conflits-là... Ce qui veut dire que l'employé peut vous solliciter pour arbitrer? Chaque jour que Dieu fait, les employés sollicitent, tout comme les employeurs sollicitent. Il arrive également qu'à l'issue des décisions qui sont prises, que l'une ou l'autre partie ne soit pas satisfaite et qu'évidemment, on recourt à plus haut, plus élevé pour trancher. On en vient à l'IPRES. Il y a ces derniers jours des retraités qu'on a vus dans la presse se plaindre par rapport au retard de paiement de la pension de retraite. Ils ont également décrit par rapport au personnel également les conditions de travail au niveau de l'IPRES. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez été saisi par rapport à ce dossier? J'aimerais vous dire que de l'IPRES, nous devons parler avec beaucoup de retenue en raison de l'importance de cette institution dans la vie sociale nationale. L'IPRES, ce ne sont pas simplement des personnes, ce n'est pas le ministre qui est l'autorité de tutelle, ni le ministre du Travail, ni celui des Finances, ce ne sont pas seulement ceux qui dirigent à titre principal l'IPRES. L'IPRES, ce sont les milliers de travailleurs qui ont consacré une bonne partie de leur vie à construire notre pays.
Et l'IPRES, c'est cette institution-là qui permet la prise en charge de ces catégories de population. Et vous le releviez tout à l'heure, ou alors moi je le relevais tout à l'heure, nous avons pu travailler à faire de sorte que les pensions minimales quand même soient portées à 35 000 francs au moins. Ça, c'est une avancée notable. Vous savez comment les retraités étaient payés avant, vous savez maintenant qu'il y a ce qu'on appelle la mensualisation. Vous parlez de retard de paiement, j'ai le bonheur de ne pas être instruit de retard de paiement des retraités. Ce ne serait pas une bonne chose pour notre pays. Donc il y a beaucoup d'efforts et de progrès qui ont été faits. Il faut également que nous continuions à avancer, y compris au plan de l'information simplement et de l'informatisation du système, mais beaucoup d'avancées ont été faites par l'IPRES. Oui, Pape. Oui. Juste leur demander pourquoi ce département est toujours confié aux mesdames et messieurs du parti du PIT. Pourquoi? C'est parce que vous avez le profil de l'emploi ou parce que tout simplement c'est des causes que vous avez toujours eu à défendre? Le toujours me semble être un peu abusif. Parce que si vous reprenez, je pense, disons, la liste des ministres du Travail quand même, qui ont eu à occuper ce secteur-là. Depuis 2012, en tout cas. Bon, depuis 2012, c'est assez un peu plus précis. Est-ce que nous avons le profil de l'emploi? Ça aurait été pour nous, en tout cas, un grand bonheur que, en fait, votre hypothèse soit corroborée par la réalité, parce que nous pensons que c'est un secteur important. Le travail, c'est la vie. Le travail, c'est le futur. Le travail, c'est l'humanité elle-même. C'est un secteur extrêmement important. L'homme se définit entre autres par sa capacité de transformer la nature pour fournir des choses utiles. Donc avoir la responsabilité d'occuper ce secteur-là est d'une très très grande noblesse. Alors on a vu que récemment vous avez tenu à rendre hommage au président Amata Dansokho. Que faudrait-il aujourd'hui retenir sur le combat qu'il a mené sur le terrain politique? Nous avons tenu, madame, à rendre hommage à Amata Dansokho ce samedi 21 septembre. Pas tant pour le pétrifier, pas tant pour le glorifier, pas tant pour rajouter une médaille aux médailles que la vie lui a conférées. Nous avons voulu faire œuvre de mémoire. Nous avons voulu être utiles à notre société où malheureusement de plus en plus, c'est peut-être dans l'air du temps, on va très vite, on procède par raccourci, on manque de profondeur historique. Nous avons voulu donner des repères, montrer qu'une vie peut avoir un sens quand évidemment on l'attelle à servir l'en commun. Nous avons voulu dire ce que Amat a été, ce qu'il a fait, pour pouvoir dire à notre jeunesse principalement, mais également aux Sénégalais et nos compatriotes, aux hommes du monde, qu'il est possible de vivre en essayant d'être utile. Et à notre classe politique actuellement? Bon, le concept de classe politique nous pose personnellement problème. Mais bon, on n'a pas le temps d'en parler. Est-ce que le PIT aujourd'hui est un parti attrayant, notamment pour les jeunes? Vous savez, devant votre propre image, vous nous dites, monsieur le journaliste, que machallah, ça veut dire que vous séduisez vous-même. Vous voulez que moi, du PIT, je vous dise comment je me vois. Je pense que nous sommes un parti sérieux, nous sommes un parti travailleur, nous sommes un parti de gens laborieux, nous sommes un parti où, en réalité, personne n'a plus de dignité qu'un autre. Nous discutons, nous élaborons nos positions et même quand nous trompons collectivement. Non, moi, je fais allusion à la place des jeunes dans votre parti aujourd'hui parce que quand vous célébrez, quand vous rendez hommage aujourd'hui à Amata Dansokho, vous questionnez aussi son legs, son héritage et cet héritage-là est forcément porté par les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes ont une place au sein de votre formation politique? C'est la notion de place qu'il faudrait peut-être davantage éclairer. Est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous? Oui. Est-ce que nous prenons la pleine mesure de ce que les jeunes doivent représenter dans la vie nationale? Oui. Est-ce que nous avons le souci d'encadrer, de former ces jeunes et de ne pas seulement en faire de gros bras? Oui. Est-ce que nous voulons que ces jeunes-là réfléchissent un peu à leur destin, pas simplement à titre individuel, mais au destin collectif et national? Oui. Alors ce parti-là est un parti qui a eu et qui continue de former des personnalités éminentes dans ce pays. Je voudrais vous dire, sans fausse modestie, que si vous reprenez quand même, disons, le nombre de personnes qui ont été de ce parti et qui en sont encore, vous verrez que des personnages émérites en furent. Nous avons célébré rendu hommage à Amata Dansokho, mais qui dans ce pays n'a connu et apprécié la stature de quelqu'un comme Sémou Pathé Gueye? Qui peut, puisqu'on parle de monde syndical, minorer la stature et la présence de quelqu'un comme Iba Ndiaye Diagne? J'aurais pu donner encore des noms et des noms. Ce parti est un vivier et il est important pour notre pays, du moins de mon point de vue.
Alors, on va en revenir à ce que je disais tout à l'heure, puisque vous ne voulez pas trop insister là-dessus, puisque vous dites que la notion de classe politique vous pose problème. Mais quand on rend hommage à quelqu'un comme Amath Dansokho, alors qu'on est dans un contexte politique quelquefois tendu, où on voit qu'il y a des tiraillements entre l'opposition et le pouvoir, on a envie de se demander comment se fait-il qu'on ait ce type de monsieur dans ce pays et qu'on ne puisse pas pouvoir nous inspirer de ce qu'ils ont eu à laisser ici et qu'aujourd'hui qu'on se retrouve dans ce genre de situation-là. En toute rigueur, une classe sociale se détermine par, disons, le rapport que des individus déterminés ont vis-à-vis des moyens de production. On dira les propriétaires des moyens de production, dans une époque telle que celle que nous vivons, capitaliste bourgeoise, ce sont les bourgeois. Les autres qui sont simplement dépositaires de leur force de travail, qui sont obligés de vendre cette force de travail pour vivre, on dira ce sont des prolétaires. Alors, est-ce que ceux qui s'occupent de faire de la politique sont tous de la même extraction sociale? Non. Est-ce qu'ils disent tous la même chose? Est-ce qu'ils veulent tous la même chose? Non. Par contre, votre question m'amène quand même à dire et à relever, vous avez raison, que quelles que soient nos différences de positionnement, quelle que soit en fait notre extraction sociale, quelle que soit notre philosophie et notre obédience, nous sommes obligés de nous dire que nous sommes les fils du Sénégal. Alors, Amath a su toute sa vie durant se poser des questions essentielles. Qu'est-ce que l'heure commande? Que nous faut-il faire? Quelles sont les forces disponibles pour le faire? Et nous avons pu, sur cette base-là, faire des constructions extraordinaires, réaliser la première alternance, réaliser la seconde, demeurer sur une trajectoire de progrès partagé. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre Samba Sy, qui est le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les organisations. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir été avec nous, sur ce plateau. Merci également à vous de nous avoir suivis. Mention spéciale à Chérif Dia. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie des programmes de la TFM.